On se croirait un 14 juillet, mais nous sommes au mois de juin. La garde républicaine parade en l'honneur d'un roi. Dans 1 heure, un souverain et son épouse seront reçus à l'Assemblée nationale. Passage obligé pour tous les chefs d'État en voyage en France. Les petites mains s'affairent. 2 trônes du château de Versailles sont installés dans l'hémicycle. Dans quelques heures, le roi et la reine d'Espagne seront reçus au Palais Bourbon. Service de presse, de sécurité, huissiers, agents, manutentionnaires, plus d'1 centaine de fonctionnaires sont mobilisés. Les visites de chefs d'État exigent le niveau le plus élevé du protocole. Je joue un petit peu avant, comme d'habitude? Ouais, tu joues un petit peu, c'est toujours sympa. Et... Ok, donc 15 mise en place terminée. 14-15 MPT, ouais. Ok. Le roi sera reçu à l'hôtel de Lassay, la résidence du président de l'Assemblée. Ses appartements sont situés au 1er étage. Au rez-de-chaussée, les salons accueillent les réceptions. Ils sont rarement ouverts aux caméras. Il est 14h30. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, apparaît dans le hall d'entrée. Bonjour. Bonjour madame. Claude Barthelone est le 4e personnage de l'État, après le président de la République, le Premier ministre et le président du Sénat. Comme l'exige le protocole, il doit se déplacer jusqu'au bout du tapis rouge pour accueillir le roi. Exceptionnellement, le roi Felipe s'adresse aux députés dans l'hémicycle, un privilège rare accordé à moins de 15 chefs d'État en un siècle. Estamos aquí en la casa del pueblo francés. Está siempre abierta para su majestad. Merci du fond du cœur. Bon. Ça s'est très bien passé. J'espère qu'en étant reçus avec tous les fastes de la République, en rentrant chez eux, ils se souviendront de ce moment particulier, privilégié. Ça n'arrive pas tous les jours d'être reçus dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a-t-elle encore les moyens de sa grandeur? Avec un budget de 520 millions d'euros pour 577 députés, peut-elle faire des économies? Nous serions 150 députés, ça fonctionnerait très bien. De la même manière? Mais bien sûr. Le budget est public. Pourtant, il recèle encore de nombreuses zones d'ombre. La mission transparence, à mon avis, il y a encore du givre sur le pare-brise pour y voir à travers. Comment certains députés se sont-ils constitués un patrimoine avec de l'argent public? Quand vous êtes battu, vous vous retrouvez sans emploi. Vous y pensez quand vous êtes encore en activité. D'autres cumulent leurs indemnités avec de gros salaires chez des employeurs privés. S'il vous embauche, c'est pas pour vos beaux yeux, c'est qu'il va vous utiliser comme porte-flingue d'un certain nombre d'amendements. Alors l'Assemblée nationale coûte-t-elle trop cher? Y a-t-il des abus? L'institution doit-elle mieux contrôler ses dépenses et les pratiques des députés? Chaque jour, c'est le même rituel au pied de la tribune. Ces 2 hommes retranscrivent à la main tout ce qui se dit dans l'hémicycle. Ce sont les fonctionnaires du service du compte-rendu. La concentration est extrême. D'ailleurs, ils se relaient toutes les 10 minutes. Pour Alexandre Michel, le gros du travail commence maintenant. Pendant 2 heures, il va mettre au propre ces quelques minutes de notes.
pouvez nous montrer vos notes un peu? Oui, bien sûr. Il est marqué quoi là? Chacun a son code. Donc vous voyez, par exemple, ici, Roche-Bloine, c'est vrai, répondant ou interrompant plutôt le Premier ministre, applaudissements sur les bancs socialistes. Que dit Monsieur le Président? Interruption de Monsieur Favennec. Monsieur Miard dit bravo. Il faut insérer tous ces mouvements de séance qui font le sel, qui font le climat d'un débat. Les rédacteurs des comptes rendus ont un profil littéraire. Ils sont normaliens, agrégés ou docteurs en lettres. Chaque jour, ils écrivent de nouvelles pages de l'histoire de France. Et parfois jusque très tard dans la nuit. Je reprendrai encore un quart d'heure vers minuit, ce qui m'amènera à peu près vers 3h du matin, et à ce moment-là, j'aurai terminé. Vous avez des compensations pour ces horaires Comme tous les autres fonctionnaires de l'Assemblée, nous avons une rémunération qui dépend justement du nombre de séances. À l'Assemblée nationale, tous les fonctionnaires touchent une prime généreuse, qu'ils effectuent des heures supplémentaires ou pas. Sur ce relevé que nous nous sommes procurés, nous découvrons que les seules primes versées aux fonctionnaires de catégorie supérieure s'élèvent à plus de 5 320 € par mois, en plus de leur salaire, dont près de 2 900 € par mois en travaux supplémentaires. En 2014, les heures supplémentaires ont coûté 25 millions d'euros à l'Assemblée nationale. Pourquoi une telle somme? Pourquoi y a-t-il autant d'heures supplémentaires à l'Assemblée nationale? La loi se fabrique d'abord en commission. Les députés de tous bords y débattent pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. Ce jour-là, les discussions s'achèvent à propos d'une loi sur la protection de l'enfance. Mais à quelques minutes de son examen dans l'hémicycle, l'opposition dépose 200 amendements surprises, autant de nouvelles propositions pour modifier la loi. La présidente de la commission, Catherine Lemorton, est très agacée par ces pratiques un peu trop systématiques à son goût. On voit arriver les amendements très politiques, mais politiciennes. On va voir des députés arriver, qui ne sont pas du tout de la commission, qui n'ont pas du tout assisté au débat en commission, qui a priori n'ont même pas lu les comptes rendus de la commission, et qui vont arriver avec leurs amendements très polémiques, qui vont créer évidemment le buzz, et ça va leur permettre d'exister dans l'hémicycle, vont profiter de l'hémicycle où il y a une plus grande visibilité que la commission. C'est de la lourdeur pour parfois juste créer de la polémique. Le Parlement est fort. Ouverture de la séance à 16h30. Les 200 amendements sont défendus un par un par les députés de l'opposition. Résultat, les débats vont s'éterniser. Pendant ce temps, des dizaines de fonctionnaires restent à leur poste. Huissiers, administrateurs, le service du compte-rendu, mais aussi le bureau de poste, le service des transports et les agents qui montent la garde dans les couloirs déserts. Le temps s'est écoulé, chacun regagne sa place. Le vote est clos. Le vote est donc adopté. 2 heures du matin, la loi est enfin votée après 10 heures de débat. Comme souvent, aucun des 200 amendements de l'opposition n'a été retenu. Mais ils ont coûté très cher en heures supplémentaires, payées aux 1300 fonctionnaires. Certains dénoncent ces dépenses que l'Assemblée ne maîtrise pas. Dans sa mairie de Villemomble, Patrice Calmejane, député jusqu'en 2012, a fait partie de la commission chargée de contrôler les dépenses. Pour lui, des économies sont possibles. L'Assemblée nationale est un site un peu particulier, avec son travail et son rythme un peu différent, mais c'est quand même relativement un peu choquant, et il y a peut-être, encore une fois, une autre façon de travailler, comme ça se fait dans les entreprises, d'une meilleure organisation du travail pour faire des économies, dire aux parlementaires, travaillons différemment, organisons la session de façon différente, et pour éviter d'avoir ces surcharges. Les heures supplémentaires représentent 20% des revenus des fonctionnaires. Cet argent s'ajoute à leur salaire fixe, 45%, et à d'autres primes, 35%. En moyenne, un fonctionnaire de l'Assemblée nationale
gagne 8 000 € par mois. Mais quelles sont ces autres primes? Sur le bulletin de salaire de notre fonctionnaire apparaît une indemnité de législature pour plus de 2 200 €. Mais de quoi s'agit-il? Nous avons posé la question à Bernard Roman. Ce député est aussi questeur, il contrôle les finances et tient les cordons de la bourse. Les comptes de l'Assemblée ne devraient avoir aucun secret pour lui. Oui, je prends le temps de regarder. Personnel statutaire de traitement, indemnité de législature. L'indemnité de législature, je ne peux pas vous le dire, je peux vous le préciser par la suite si vous voulez. Vous voulez que je demande? Étonnant, le questeur ne sait pas de quoi il s'agit. Oui, Christophe, c'est Bernard Roman ici. Je suis avec une pièce à conviction et on parle des salaires du personnel. Dans les salaires, dans les charges de personnel, il y a les traitements, rémunération de base, il y a les travaux supplémentaires, mais il y a l'indemnité de législature. C'est quoi l'indemnité de législature? L'indemnité de législature existe depuis la création du Parlement en 1791. En 2014, elle représente plus de 23 millions d'euros versés aux fonctionnaires. D'accord, ça fait partie du salaire fixe. D'accord. Merci beaucoup. Mais voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que je pensais. Est-ce que ce sont des privilèges accordés aux fonctionnaires de l'Assemblée nationale? Des privilèges, il ne faut pas les appeler comme ça. Ça fait partie du statut de la fonction publique parlementaire, qui est un statut favorable. On ne peut pas le nier. Les agents de la fonction publique ici à l'Assemblée nationale gagnent bien leur vie. Cela dit, les concours d'accès à la fonction publique parlementaire sont sans doute les concours parmi les plus sélectifs de tous les concours de la fonction publique qui existent en France. Pour les concours d'administrateurs, par exemple, ce sont des concours qui sont au niveau de l'ENA. Mais ce n'est pas tout. Dans le budget de l'Assemblée nationale, on apprend que les fonctionnaires ont droit à d'autres primes intitulées « Autres indemnités ». Plus de 14 millions d'euros. Aucune précision n'est apportée, l'information n'est pas publique, mais elle est détaillée dans cette notice interne. Une indemnité de résidence est versée aux fonctionnaires qui n'ont pas d'appartement de fonction. L'indemnité de chauffage date du 19e siècle. Son montant évolue avec le prix de l'énergie. Idem pour cette indemnité d'habillement. En tout, 1 000 € supplémentaires par mois et par fonctionnaire. Président de l'Assemblée depuis 2012, Claude Barthelone ne compte pas diminuer ses primes très anciennes, mais seulement modifier leur intitulé. Nous sommes en train petit à petit d'intervenir sur une institution qui a 2 siècles. À un moment donné, j'avais même entendu parler d'une prime de chauffage, vous voyez. Ça existe toujours. Bon, mais pourquoi? Parce que là, il va falloir qu'il y ait la transparence pour établir ce qui doit être réellement la rémunération de ces hauts fonctionnaires, et ce qui doit être la part fixe et la part variable. Mais eux aussi, si vous voulez, sont conscients qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui seront indispensables, mais là-dessus aussi. Moi, je veux garantir cette qualité, cette indépendance des hauts fonctionnaires parlementaires, et je veux aussi qu'il puisse y avoir une évolution de leur mode de rémunération pour éviter ce genre de remarques ou d'intitulés d'un autre temps. En contrepartie de ces avantages, les fonctionnaires sont dévoués à l'institution. Monsieur le Président! Qu'en est-il des députés? Sont-ils aussi dévoués à leur mission? Il est 14h59 précise. Claude Barthelone traverse les salons qui séparent sa résidence du Palais Bourbon. En chemin, la garde républicaine rend hommage au pouvoir législatif. Monsieur le Président! La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics.
2 fois par semaine, la télévision retransmet en direct la séance des questions au gouvernement. L'hémicycle est quasiment plein. Cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède. Certains députés profitent de ces séances télévisées pour se faire remarquer par leurs vêtements voyants ou en se plaçant devant les objectifs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais lorsque les caméras sont loin, les députés sont-ils toujours aussi assidus? Charles de Courson est député UDI depuis 25 ans. C'est un des élus les plus présents sur les bancs de l'Assemblée. En dehors de l'hémicycle, il entretient des relations courtoises avec tous ses collègues. La fine fleur de l'Assemblée. Voilà raisonnable. Comment vous en rendez bien raisonnable, vous êtes Charles. suivi. Il paraît. Oui, tu es suivi. Il paraît. En fait, entre les familles politiques, on est quand même un peu copains quand on est député. Mais les gens ne comprennent pas qu'on peut avoir des positions politiques différentes et avoir des relations sympathiques. Enfin, je veux dire, ouais. C'est pas ce qu'on voit dans l'hémicycle, c'est un jeu. Mais bien sûr, enfin, moi je joue pas à ce jeu-là, donc je trouve ridicule des gens qui s'envoient des horreurs, qui après vont boire un coup à la buvette, quoi. Enfin, c'est pas... Enfin, c'est limite schizophrénie. On peut être poli et respectueux. Ce matin-là, il nous emmène à la commission des finances. Le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, s'est déplacé en personne. Pourtant, de nombreux sièges restent vides. Vous pouvez le constater qu'il va y avoir, lors de cette audition, une dizaine de membres de la commission. À peu près, sur 73. Voilà. Ça semble normal. Non, je pense que quand on accepte de se présenter à la députation et qu'on est élu par ses concitoyens, le minimum c'est d'assumer. On ne peut pas toujours être là à 100%, mais enfin d'assumer sa responsabilité de contrôle de l'exécutif et des législateurs. C'est quand même les deux fonctions de base d'un député. Depuis 5 ans, les députés ont l'obligation d'assister aux réunions de commission. C'est stipulé dans le règlement de l'Assemblée nationale, à l'article 42. À partir de la 3e absence, le mercredi seulement, ils se voient retirer 25% de leur indemnité de fonction, 355 €. Les questeurs sont en charge de faire appliquer ces sanctions. Il y a chaque mois des réductions d'indemnités parlementaires de députés qui ne participent pas au nombre de commissions voulues. Donc pour vous, c'est une mesure efficace? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. On peut aussi aller 10 minutes en commission et on y est présent. Et donc, c'est toujours un peu difficile. Charles de Courson connaît bien ce subterfuge. Il y a ceux qui viennent faire un petit tour, quoi, quelques minutes, qui rentrent et qui ressortent, quoi, voilà. Puis il y a ceux qui sont toujours là, toujours les mêmes d'ailleurs. Mon cher collègue, comment vas-tu? Ça va. Selon lui, seulement 1 député sur 4 travaille en commission. Et ce serait suffisant pour écrire la loi dans de bonnes conditions. Oh, nous serions 150 députés, ça fonctionnerait très bien. De la même manière? Mais bien sûr, puisqu'il y a 25%, allez, soyons généreux, peut-être 200, 250 députés, ça fonctionnerait très très bien. La démocratie française gagnerait à être plus resserrée, d'avoir moins de parlementaires, mais avec des moyens accrus qui leur permettraient d'exercer leur travail de législateur et puis d'exercer leur deuxième fonction, c'est de contrôle de l'exécutif. Présents ou absents, les députés disposent d'importants moyens pour exercer leurs fonctions. Chaque mois, ils gagnent 5 300 € net, plus 5 700 € d'IRFM, l'indemnité représentative de frais de mandat pour leurs dépenses professionnelles. Elle est non imposable. En plus de ces sommes,
Il dispose de 9 500 € pour recruter des collaborateurs, d'une dotation pour l'informatique, de 5 abonnements de mobile, d'une carte illimitée sur le réseau SNCF en première classe et de 40 allers-retours par an en avion vers leur circonscription. Ils sont les mieux payés d'Europe, après ceux du Parlement grec. L'Assemblée nationale fait-elle des efforts pour réduire son train de vie? Autour de cette table, nous retrouvons Bernard Roman et les 2 autres questeurs en pleine réunion. Nous leur posons la question. La réponse des questeurs, c'est que le Parlement ait suffisamment de moyens, pas trop, pas être dispendieux, comme on le tient. Le budget de l'Assemblée, depuis 8 ans, il a été tenu et il n'a pas bougé. En 2014, l'Assemblée nationale a économisé 10 millions d'euros. Les députés ont dû modifier un peu leurs habitudes. Par exemple, le transport en avion, les députés voyagent pour tous les transports de moins de 5 heures dans la catégorie la plus classique, de manière à baisser les coûts. Il n'y a plus de véhicules dans le parc. Il y a un temps où il y avait beaucoup plus de véhicules. Maintenant, on est limité à une dizaine de véhicules, beaucoup moins d'impression, l'utilisation du numérique. Et ça, c'est important. Donc, il faut, j'allais dire, on a la même préoccupation que toute entreprise ici. Élus par leur pairs, les questeurs sont des notables de l'Assemblée nationale. À ce titre, ils bénéficient de privilèges exceptionnels. On est où ici, monsieur ? Eh bien, on est l'appartement de réception qui est le mien, ici, celui du premier questeur. Voilà. 600 mètres carrés, avec plusieurs salons de réception. Ce matin-là, il organise un petit déjeuner du groupe socialiste autour de Bruno Leroux, leur président. Chaque questeur dispose aussi d'un cuisinier et d'un majordome. J'ai un budget, un foyer, des repas à 25 €, tout compris, en moyenne, quoi, enfin une vingtaine d'euros. Je travaille avec des vignerons et directement au château, avec des vins très raisonnables et de qualité. C'est du léger, hein, c'est cuisiné, vapeur. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Au même étage, un appartement de 150 mètres carrés est réservé à la vie de famille du questeur. Une partie privative dans laquelle on vit, hein, et moi j'y vis 3-4 jours par semaine. On peut voir les parties privatives? Non, non, là vous me permettrez de rester chez moi. Hein, je ne vais pas vous montrer ma chambre à coucher. Hein. Les questeurs ne sont pas les seuls à bénéficier d'un traitement de faveur. Certains privilèges, très discrets, se cachent dans le budget publié par l'Assemblée derrière une formule. Indemnité spéciale. 549 000 € en 2014. Elle concerne une poignée de députés de l'institution. Ce document confidentiel nous éclaire sur le détail de ces primes. Les 3 questeurs touchent 4 864 € par mois. Les 6 vice-présidents, 1 022 € par mois. Les 8 présidents de commission, 866 € chacun. Et les 12 députés secrétaires du bureau ont droit à 681 € mensuels. Le président, lui, bénéficie de 7 000 € par mois en plus de son salaire de député. Il a diminué son indemnité de 30% par rapport à son prédécesseur. Toutes ces primes sont non imposables et n'apparaissent pas sur les déclarations de revenus des membres du bureau. Pourquoi ces indemnités? Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas un endroit où c'est publié, mais moi j'ai eu l'occasion de le dire et d'en parler dès mon élection, puisque j'ai décidé de diminuer mon indemnité de président de l'Assemblée de 30%
pour pouvoir participer à cet effort qui était demandé à bon nombre de nos compatriotes et pour là aussi démontrer qu'il y a ce lien entre ce que vous recevez comme indemnité et l'effort national. Pour les fonctions de membres du bureau, ce ne sont pas des sommes extrêmement importantes et pour les vice-présidents de l'Assemblée, c'est une charge particulière et supplémentaire qui leur est demandée. Je vous assure que présider l'Assemblée, notamment au cours des séances de nuit, c'est pas une partie de plaisir. Donc c'est aussi quelque chose qui correspond à une activité. Aucun organisme ne contrôle les comptes de l'Assemblée nationale. Mais dans le Lot-et-Garonne, un citoyen surveille de très près les dépenses des parlementaires. Hervé Le Breton est professeur de mathématiques. Depuis quelques années, son obstination a déjà contraint le Parlement à prendre des mesures pour plus de transparence. Récemment, il a découvert que des députés ont profité de leur mandat pour acheter des biens immobiliers. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il y a eu enrichissement personnel grâce au mandat de parlementaire. Et si c'est le cas, c'est quelque chose qui nous semble extrêmement choquant, étant donné que c'est fait avec de l'argent public et que normalement on n'utilise pas son mandat à des fins d'enrichissement personnel. 2 fois par semaine, il reçoit dans sa boîte aux lettres de précieuses informations. Monsieur, bonjour. Dans ces enveloppes, le détail du patrimoine immobilier de certains députés. Des documents accessibles au public qu'ils se procurent auprès des services des impôts. Je vais pas se faire écraser. Grâce à ces courriers, Hervé Le Breton peut savoir comment les députés ont financé leurs achats immobiliers. Donc quelques autres de la semaine, il va falloir qu'on traite, que l'on regarde. À ce jour, il en a reçu près de 300. Et là, par exemple, vous avez quelles informations? Alors, on sait en fait quels sont les biens qui appartiennent aux députés et on retrouve parfois donc qu'il y a un prêt qui a été effectué auprès de l'Assemblée nationale. Comme là, par exemple. Comme ici, voilà. C'est un des avantages peu connus des députés. Ils peuvent emprunter de l'argent à l'Assemblée nationale à un taux très inférieur à celui pratiqué par les banques. Vous avez constaté que c'était une pratique courante? Oui, on commence à en avoir un certain nombre puisque tous les documents qui sont ici correspondent à des prêts à l'Assemblée nationale et ceux-là aussi. Par exemple, en 2008, un député a emprunté plus de 110 000 € à l'Assemblée nationale au taux de 2%. De l'argent que l'État français emprunte lui-même à un taux bien supérieur. 23/06/2008, la France empruntait à 4,76% sur 10 ans. Et pendant ce temps, l'Assemblée nationale prêtait à 2% aux députés. Ainsi, sur son emprunt, ce député gagne 15 000 €, une somme à la charge des finances publiques. C'est-à-dire que les personnes qui sont là pour nous dire à chaque fois qu'il faut se serrer la ceinture, ce qui est normal parce que les finances ne sont pas sans fond, en fait, creuser le déficit de l'État. Parmi les centaines de bénéficiaires de ces prêts, le recordman est François Pupponi, député de Seine-Saint-Denis. Il a emprunté plus de 450 000 € sur 2 opérations immobilières. Claude Barthelone, lui, a emprunté 120 000 €. C'était pour financer cette maison au Lilas, près de Paris, dans laquelle il posait avec sa femme pour Paris Match à l'occasion de la sortie de son dernier livre. Depuis 2011, l'Assemblée a plafonné le montant de ces prêts bonifiés à 18 000 €. Mais les emprunts antérieurs n'ont pas tous été remboursés. Manquent encore 90 millions d'euros. Ce privilège va coûter près de 10 millions d'euros à l'État. Certains députés sont allés plus loin. Ils ont remboursé leur emprunt immobilier non pas sur leur denier personnel, mais avec leur indemnité de frais de mandat. Ces élus se sont constitués ainsi un patrimoine immobilier avec de l'argent public. En Loire-Atlantique, dans la ville de Guérande,
Nous avons rendez-vous avec un de ces députés bien lotis, dans cette petite maison au pied des remparts. Bonjour, enchanté. Christophe Priou, député, y a installé sa nouvelle permanence parlementaire. Donc ici, vous avez une pièce qui a été choisie par les collaborateurs sur cette permanence à 2 niveaux. J'ai 3 collaborateurs. Alors vous avez quand même une vue des conditions de travail, une vue sur les remparts historiques de Guérande avec les portes de Guérande. Il y en a 4, passe à peu près 1 million de visiteurs, notamment en période estivale. Christophe Priou en est à son 3e mandat de député. Depuis 2002, il s'est acheté 2 permanences parlementaires. Voici la première. Les bureaux étaient au rez-de-chaussée et son appartement au 1er étage. 126 000 € qu'il a entièrement emprunté à l'Assemblée nationale et remboursé avec son indemnité de frais de mandat. Ça fait partie des choses auxquelles on pouvait vous inciter en début de mandat. Donc à partir du moment où c'était permis, vous aviez le loisir de le faire. Et à partir du moment où effectivement il y avait des possibilités, un certain nombre de collègues et moi-même les avons utilisées. Fin 2011, il revend sa permanence. Il empoche 165 000 €, un enrichissement personnel qui ne semble pas le choquer. Quand ce qui a failli se passer en 2012, vous êtes battu, vous vous retrouvez sans emploi. Vous y pensez quand vous êtes encore en activité. Grosso modo, il restait 8 ans, voire 10 ans, avant d'accéder à la retraite. C'est des choses, on y pense. Et je pense qu'un certain nombre de députés ou de sénateurs ont fait la même chose, puisque c'était permis légalement, quoi, je veux dire. Quand vous revendez, que vous faites une plus-value, est-ce que vous comprenez que le sentiment qu'on peut avoir, nous, citoyens, c'est de dire, le député se constitue un patrimoine avec de l'argent public qui doit lui servir à son mandat, en fait. Oui, mais dans ce cas-là, il faut que les choses soient claires. Soit c'était permis, et même, je dirais, on pouvait bénéficier de crédits parlementaires, soit ça n'était pas. Aujourd'hui, c'est plus possible, donc acte. Par crainte du scandale, en mars 2015, le président de l'Assemblée nationale et les questeurs ont décidé de mettre fin à cette pratique. Nous avons interdit, désormais, c'est interdit, on ne peut plus le faire aujourd'hui, qu'un parlementaire puisse acheter sa permanence avec l'IRFM. Donc on n'a pas le droit de s'enrichir d'un point de vue immobilier grâce à l'IRFM. Et ça aussi, c'est une garantie d'indépendance, de neutralité et de transparence. Qui contrôle à l'Assemblée l'application de ce nouveau règlement ? 2 jours par semaine, Ferdinand Mélin-Soukramanien occupe le poste de déontologue. En clair, il veille au respect des bonnes pratiques. Mais ce professeur de droit reconnaît qu'il n'existe aucun contrôle. C'est vrai qu'un contrôle systématique n'est pas prévu. Et donc une hypothèse qui est envisagée par les questeurs, qui a été évoquée à plusieurs reprises, est de procéder à des contrôles aléatoires. Mais c'est validé, ça ? Alors ça n'est pas encore validé, mais ça fait partie des hypothèses de travail. Aujourd'hui, seules des déclarations sur l'honneur des députés garantissent le bon usage de l'indemnité de frais de mandat. Mais pourrait-on faire mieux ? De l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni, les dépenses des parlementaires sont soumises à des contrôles bien plus sévères. Il faut dire qu'un scandale sans précédent est passé par là. En 2009, le Télégraphe révèle que des centaines de députés anglais ont détourné à des fins personnelles une partie de leurs frais professionnels. Gordon Rainer était à l'époque rédacteur en chef. Le journal s'est procuré plusieurs années de relevés de dépenses des parlementaires.
Dès que l'on a commencé à décortiquer nos informations, nous avons été stupéfaits par le niveau de corruption du Parlement. Nous avons réalisé que c'était un scoop encore plus énorme que ce que l'on imaginait. Le système a été mis en place par les parlementaires eux-mêmes. Personne ne les contrôlait. Alors c'était très facile de contourner les règles et de frauder. Ils pensaient que personne ne serait jamais au courant. En l'absence de tout contrôle, la Chambre des communes était devenue un guichet ouvert. Ces parlementaires ont dépensé des sommes énormes pour acheter des télévisions, des meubles, des résidences secondaires. Parfois, ils se sont même arrangés pour se faire rembourser des travaux dans une maison. Ils la vendaient ensuite et se sont fait une grosse plus-value. Il y a eu des dépenses carrément comiques, très bizarres. Beaucoup de gens s'en souviennent encore. Par exemple, un parlementaire qui s'est fait rembourser des nids flottants pour ses canards. Les gens ne pouvaient pas croire qu'ils payaient des impôts pour ce genre de choses. Les parlementaires, eux, trouvaient ça normal. Près de 150 députés ont démissionné, une quinzaine ont été traduits en justice, certains condamnés à de la prison. Parmi eux, Dennis McShane, ancien ministre de Tony Blair. Cette affaire a mis un terme à sa carrière politique. Je ne sais pas si vous me coupez. J'ai écrit un livre là, un journal en prison, qui était très bien reçu ici. Je porte cette chemise-là. Je le fais exprès pour la télévision française parce que c'est fabriqué dans une prison. Donc c'est très chic, n'est-ce pas? Un parlementaire en prison, c'est très rare. Oh, mais c'est assez rare et tout le monde est curieux, était très amical, pas le moins souci. J'ai aidé pas mal de gens, j'ai écrit des lettres pour eux, j'ai fait des appels aux magistrats. Qu'est-ce que la justice vous a reproché? J'ai réclamé sur 4 ans 12 900 livres sterling. C'est pour mes frais de voyage et représentation et de networking hôtel en Europe. Totalement fautif. Totalement fautif. J'accepte pleinement ma faute. Ces 15 000 € dépensés pour des voyages personnels l'ont conduit pendant 3 mois dans cette prison aux portes de Londres. Si vous occupez une poste de responsabilité, et il n'y a rien de plus responsable que quelqu'un qui vote les lois d'un pays, vous devez être jugé par les standards un peu plus élevés que dans les autres conditions. Mais il faut l'accepter et la vie continue. Depuis, la Chambre des communes a créé une autorité indépendante chargée de contrôler les moindres dépenses des élus, l'IPSA. 50 fonctionnaires qui coûtent 1% du budget du Parlement. Les députés en avaient bien besoin. Avant la création de l'IPSA, les règles étaient très flexibles. Et donc certains parlementaires étaient très flexibles avec les règles. Aujourd'hui, les règles sont très claires et il est beaucoup plus difficile pour les parlementaires de faire des erreurs, que ce soit volontairement ou pas. La moindre note de frais est épluchée. Cet agent s'occupe de la facture de Gordon Brown, un ancien Premier ministre redevenu député. Regardez par exemple, cette note de frais a été déposée par Gordon Brown. Qu'est-ce que c'est ? C'est une facture pour des cartouches de stylo, pour 610 livres. Et comme vous voyez, nous avons tous les détails de cette dépense. Les stylos seront bien remboursés à Gordon Brown. Moins de chance en revanche pour un autre député et sa note de minibar. Celle-ci est une facture de 2 livres. Certainement une barre chocolatée ou un verre d'alcool. Elle sera séparée du reste et ne sera pas remboursée. Et une bière après le boulot? Non, l'alcool n'est jamais remboursé. Vous devez justifier que chaque dépense est nécessaire et essentielle à l'exercice de votre mandat. Désormais, tout est publié sur Internet
et les habitudes ont changé. Les dépenses parlementaires ont baissé dès les premières années. Les parlementaires sont clairement plus rigoureux dans leurs dépenses, c'est évident. Et certains ne dépensent presque rien. En France aussi, la presse a parfois révélé la manière dont certains députés utilisent l'argent public pour leur profit personnel. Mediapart est un site internet spécialisé dans l'investigation. Mathilde Mathieu est journaliste. En 2012, une série d'articles affirme que plusieurs députés ont utilisé leur enveloppe de frais pour des dépenses personnelles. On a raconté, par exemple, dans Mediapart, comment Jérôme Cahuzac utilisait son IRFM dans un magasin de piscine et de hammam. 8 000 € de frais. Voilà, donc, je ne sais pas si c'est une piscine, un spa qui s'est acheté. Il a payé des abonnements à Canal+ et CanalSat. Et puis Marie-Hélène Toraval, elle a payé une croisière sur la Côte d'Azur. Elle s'est loué un voilier dans le Var pour 2 000 € pour 4 jours. Pascal Terrasse, un socialiste, lui utilisait son IRFM pour payer des vacances au soleil en famille. Des voyages en Égypte, en Espagne, etc., payés depuis ce compte IRFM. Voyage en Grèce en famille, week-end à Barcelone. Qu'est-ce qui s'est passé pour Pascal Terrasse? Absolument rien. L'Assemblée nationale ne s'est pas emparée de nos révélations pour aller fouiller sur son compte bancaire, vérifier si ce qu'on racontait était exact ou pas, éventuellement le sanctionner. Dans d'autres démocraties, par exemple en Grande-Bretagne, la justice peut-être se serait emparée de ce cas pour se demander s'il y avait une forme de détournement de l'argent public. En France, il ne s'est strictement rien passé. Alors pourquoi le président de l'Assemblée nationale n'a-t-il pas réagi? À l'époque, il n'y avait aucune réglementation en ce qui concerne cet IRFM. C'est pour ça que j'ai voulu cette réglementation et ce contrôle, et c'est pour ça que j'ai voulu, même pour les députés, les protéger de ce doute. Vous voyez, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire. Excusez-moi, je vous interromps, mais je pense que même s'il n'y avait pas de règles édictées, les députés savaient quand même que s'offrir des vacances en famille avec une enveloppe qui s'appelle indemnité pour frais de mandat n'était pas éthiquement ou moralement acceptable. C'est le passé, et autant je peux vous répondre de décisions dont je suis ou à l'origine ou que j'assume, mais pour le passé, c'est très difficile de pouvoir... Vous étiez président à ce moment-là? Ah non, c'est dans la législature précédente que Pascal Terrasse a fait cette révélation. Excusez-moi Pascal Terrasse, mais il y en a d'autres. Je crois qu'il y a Mme Toraval, il y avait aussi M. Cahuzac, sans parler je parle de l'IRFM. Hein. Mais c'est pour cela que dès le départ, j'ai eu l'occasion de dire, et vous l'avez rappelé, qu'il fallait à la fois changer les choses en ce qui concerne l'IRFM et protéger l'indépendance du travail des députés. J'ai fixé la règle d'emploi. Et avec le déontologue et le bureau, s'il le faut, on tapera. À ce jour, aucune enquête n'a été lancée, aucun contrôle n'a été effectué et aucun député n'a été sanctionné. Si les députés français ont des revenus confortables, ce serait pour garantir leur indépendance. Souvent, de grandes entreprises tentent de les influencer via des lobbyistes. Catherine Lemorton, présidente de la Commission des affaires sociales, a pris l'habitude de garder tous les courriers qu'elle reçoit. Tout ça, c'est les lobbies. Là, j'ai les lobbies qui s'attaquaient au projet de loi de santé. Déjà, il faut que je les ressorte d'ailleurs pour le texte. Là, c'est l'agroalimentaire. J'en ai un deuxième pour l'agroalimentaire. Les grands groupes divers, j'ai le tabac. J'en ai même fait, par thème, j'ai des fois plusieurs dossiers. Hein. En général, tout commence autour d'un bon repas dans un grand restaurant. Nous avons le CEDUS, c'est le lobby des betteraviers et des sucriers, qui titre rencontre de travail CEDUS, dans un restaurant du 7e arrondissement. Dans ces restaurants, les menus coûtent une centaine d'euros et ce sont les lobbyistes qui régalent. Et leur méthode d'approche, elle est assez simple. Elle est, on vous invite plusieurs fois à un déjeuner où
Pendant de nombreuses fois, il ne s'agit pas de loi. Et au moment où une loi arrive, ils appellent les députés. On voudrait vous voir parce que là, sur la loi, il y a un truc qui ne nous va pas là. Ou alors on vous envoie par mail nos amendements parce que vous allez voir comment on est mis en difficulté par cette loi. Pour fabriquer la loi, Catherine Lemorton consulte régulièrement des lobbyistes, mais à ces conditions. Mes équipes et moi-même, nous sommes tout à fait capables de les entendre là, à la table qui est derrière vous, avec un verre d'eau, un café, et pendant 2 heures, on échange. J'ai pas besoin d'aller manger au Procope, j'ai pas besoin d'aller manger chez Françoise, j'ai pas besoin d'aller manger chez Tante Marguerite, même si ce sont des restaurants très bien, où on y mange et de manière feutrée, tout va bien, je n'ai pas besoin de ça. C'est ça qui n'est pas bien. Parce que ça veut dire qu'ils ont des choses à cacher s'ils veulent pas que ce soit public. Y compris quand les députés me disent, certains, pas tous, certains me disent, ah mais tu nous énerves avec ton truc de transparence, mais non. Pour influencer les députés, certains lobbyistes mettent en place des structures discrètes, les clubs parlementaires. Aucune trace de leur existence sur le site de l'Assemblée nationale, mais sur Internet, on découvre que ces clubs sont nombreux, autour d'intérêts parfois saugrenus. Il y a le club des Amis du Cochon, le club Chien et Société, ou encore l'Observatoire de l'œuf. Il en existerait plus d'une centaine. Un homme est spécialisé dans la création de ces clubs. L'agence Comme Public est dirigée par Marc Tessier-Dorfeuille et héberge plus d'une dizaine de clubs parlementaires. Le club des eaux minérales naturelles, le club de l'investissement public, un club sur l'Afrique aussi, PPP Med-Afrique, donc ça c'est différent, ça dépasse bien évidemment les frontières, et un autre sur le tourisme. Donc voilà, beaucoup de clubs qu'on a le plaisir de gérer ici. Pas beau ça. Est-ce que vous avez un exemple de loi que vous avez réussi à faire passer? Le foie gras, notamment, une des premières. Le fait de faire du foie gras un patrimoine national gastronomique protégé et d'intégrer le gavage dans la loi française. C'est un membre du club, un parlementaire membre du club qui l'a fait passer? Moi, j'étais plusieurs à l'époque, la majorité de l'opposition bien évidemment. Il admet que ces clubs permettent aux entreprises d'influencer les députés. Quand une entreprise s'adresse à vous, qu'est-ce qu'elle espère? Elles viennent chercher chez nous un lieu d'écoute, un relais de transmission pour être entendu par les politiques, par les parlementaires, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. De temps en temps, il faut agir, bien évidemment, sur les lois et sur les évolutions législatives pour faire progresser les solutions. Parmi ces clubs, le CLIP, le club de l'investissement public. Sa vocation, encourager des élus locaux à acheter des équipements. Alstom est membre de ce club. L'entreprise souhaite vendre des tramways à des collectivités locales. Valérie Pécresse, députée Les Républicains, est la coprésidente de ce club. Dans cette lettre, l'ancienne ministre encourage certains collègues députés à rejoindre le club. Nous serions heureux de pouvoir vous accueillir à nos côtés. Son mari Jérôme est membre du comité exécutif d'Alstom. Dans sa déclaration d'intérêt, Valérie Pécresse écrit que le couple possède des intérêts dans cette société. Des options de souscription et des actions additionnelles, impossibles à évaluer aujourd'hui. Y a-t-il un risque de conflit d'intérêts? Valérie Pécresse a refusé notre demande d'interview, mais nous a fait parvenir ce communiqué. Aucun texte de loi, aucun amendement, aucun marché public n'a jamais été évoqué par moi, ni devant moi, durant les réunions auxquelles j'ai participé. Depuis notre tournage, Valérie Pécresse nous a informé qu'elle a quitté la coprésidence du Club de l'investissement public. Le lien de certains députés avec des entreprises est parfois plus étroit encore. Une cinquantaine d'entre eux cumulent leur mandat avec un emploi très bien payé. Comme Malek Bouti,
qui assure les relations institutionnelles de la radio Skyrock pour 3 500 € par mois. Jean-François Copé, avocat d'affaires, gagne en moyenne 300 000 € par an. Luc Châtel déclare 183 000 € par an avec son entreprise de conseil en stratégie. Des pratiques inacceptables pour le député Charles de Courson. On a un certain nombre de collègues qui sont propriétaires de sociétés de lobbyisme. Mais enfin, on ne peut pas être à la tête d'une société de lobbyisme et être parlementaire. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut être salarié d'un cabinet d'avocats d'affaires et être parlementaire? Pour moi, la réponse est clairement non. Pourquoi? Le cabinet de lobbyiste, s'il vous embauche, c'est pas pour vos beaux yeux. C'est qu'il va vous utiliser comme porte-flingue d'un certain nombre d'amendements. Ouais. Donc ça c'est pas acceptable. Ouais. Hélas, aujourd'hui, ceci n'est pas interdit. Mais pour moi, c'est manifestement un conflit d'intérêts. Alors, certains députés exercent-ils leur mandat en toute indépendance? Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Thierry Solaire. Merci, monsieur le président. L'attention. Thierry Solaire est député de Boulogne-Billancourt. À l'Assemblée, il siège à la commission du développement durable. Elle traite de sujets comme le transport, l'aménagement du territoire ou encore le traitement des déchets. Justement, le député Thierry Solaire travaille pour une société de traitement de déchets, Chimirec Développement, pour 12 000 € par mois. Nous tentons de le joindre au siège de l'entreprise à Duny, en Seine-Saint-Denis. Bonjour madame, pourrais-je parler à Thierry Solaire s'il vous plaît? Thierry Solaire? Oui. Il n'y a pas cette personne-là ici, c'est à quel sujet? Je suis pas à Chimirec Développement? Oui, vous y êtes. D'accord, donc il n'y a pas de Thierry Solaire chez Chimirec Développement. En tout cas, pas sur notre site. Nous appelons alors la directrice de la communication. Monsieur Thierry Solaire? Oui. Je sais pas du tout. Écoutez, faudrait que je demande, je vous avoue que je sais pas du tout. Elle nous rappelle le lendemain. Ça y est, on a retrouvé Thierry Solaire. J'ai contacté notre président qui m'a confirmé effectivement qu'il y avait un contrat de travail. Monsieur Solaire était son conseiller, mais il n'a pas d'autres informations à donner. En 2013, Thierry Solaire signe un amendement visant à exonérer de taxes les véhicules de collecte de déchets industriels dangereux et d'huile usagée. Des déchets industriels dangereux et des huiles usagées, c'est presque mot pour mot ce qu'il y a écrit sur les camions de Chimirec. Le député a accepté de nous répondre dans son bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que là, on n'est pas quand même dans un mélange des genres où vous soutenez une loi qui clairement est favorable à l'entreprise? Alors comment nous, citoyens, pouvons être sûrs que... Oui, bien sûr. Alors, moi je veille. Alors ça, c'est les amendements, ce qu'on appelle des amendements de groupe, c'est-à-dire qui sont envoyés par tous les membres de la commission. Moi, je veille scrupuleusement, après je suis un être humain comme tout le monde, à éviter des conflits d'intérêts. C'est les amendements que ça, manifestement, qui sont des amendements automatiques du groupe. Mais vous avez choisi de le signer quand même. Écoutez, j'ai pas de souvenir du tout de cet amendement. De toute façon, rassurez-vous, les amendements de l'opposition ne passent jamais. Donc, oui, mais c'est quand même un signal. Moi, j'ai. On dirait que c'est l'entreprise. Vous voyez, c'est vraiment. On dirait que c'est sur mesure pour l'entreprise cet amendement. Non, usagers et déchets dangereux. Il y a pas 50 ans. C'est des amendements de groupe. Pour Thierry Solaire, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Mais il reconnaît que garder un pied dans le privé limite sérieusement son activité parlementaire. Mais donnez-moi grâce, si vous regardez bien, et je suis sûr que vous le faites, sur les services de l'Assemblée nationale, que vous verrez que depuis 3 ans que je suis parlementaire ici, je veille scrupuleusement à jamais ne prendre part à des votes, jamais déposer un amendement, jamais discuter, jamais être dans des groupes d'études, des groupes d'influence sur aucun sujet qui tient à mes activités professionnelles. Résultat, selon le site Nos députés, qui recense l'activité des parlementaires, Thierry Solaire est l'un des moins actifs. Sur les 12 derniers mois, il est intervenu 0 fois en commission.
Pour prévenir les dérives liées au conflit d'intérêts, l'Assemblée a son garde-fou, le déontologue. Il est censé veiller aux bonnes pratiques des députés, mais en a-t-il les moyens? Vous faites ce travail? Alors, c'est ce que font les déontologues lorsqu'ils existent et qu'ils sont dotés de moyens suffisants pour le faire. Moi, j'essaie de le faire, oui, avec les moyens qui sont... suffisants pour le moment. Alors, ça fait partie des propositions qui figurent dans ce rapport. Je crois que si donc, on veut... Pas suffisant pour le moment. Oui, ah oui, pas suffisant pour le moment, non. C'est écrit noir sur blanc. Il y a 5 ans, la droite a lancé une série de réformes. Ça va? La gauche a pris le relais pour plus de transparence, plus d'économie. Merci. Merci beaucoup. Oui, moi aussi, oui. Mais les députés ne semblent pas prêts à renoncer à certains privilèges. À l'Assemblée nationale, la révolution n'est pas pour demain.